Parmi les points sortis de la télé des préévaluations de la conférence des gouverneurs figurent la construction et la réhabilitation des écoles et la mise en œuvre du processus de la décentralisation. Les points de presse du ministre des Médias tenu ce samedi a abordé, entre autres points, la tripartite de Kigali, la question des étudiants rwandais réfugiés en Ouganda et le déploiement de la brigade d'intervention de la MONUSCO. Soit actualité, Angèle Kanam Kisinda. Un invité dans ce journal, il s'agit du ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique, M. Bonaventure Tshilou. Il vient parler de l'Expo 2013, une rencontre de scientifiques pour valoriser les œuvres de l'esprit. M. Bonaventure Tshilou, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous confirmez la tenue de l'Expo 2013 ? Madame, je crois que je sens pouvoir me tromper. Les choses vont bon train, les préparatifs vont bon train pour que mardi nous commencions cette expo 2013. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je vais vous inviter à suivre en direct ce journal avant votre intervention. Voici 444 jours aujourd'hui depuis que nos compatriotes vivant dans la partie est du pays croupissent sous la loi d'une armée étrangère venue agresser notre pays. À tous ceux qui ont perdu la vie, connus et inconnus, dans cette injustice, nous dédions cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce samedi 20h, la grande édition de nos informations sur la RTNC, la télévision nationale congolaise. Nous ouvrons ce journal avec la séance de travail que le Premier ministre Matata Ponyo a eue avec les opérateurs économiques à Matadi au Bas-Congo. Commentaire Guy Matundu. Nous, en tant qu'opérateurs économiques, nous pouvons que nous appuyer sur vous. Nous pouvons que vous apporter notre soutien, notre adhésion à votre politique, parce que votre politique, pour lui, qui est maintenant à la mode, win-win, donc gagnant-gagnant, plus l'État est riche, plus le peuple est riche. Lorsque nous prenons l'historique d'Afrique, les années 60, la RDC était le pays pilote du point de vue qualité de vie, du point de vue richesse, et tout ça venant de l'agriculture et de l'industrie minière, mais particulièrement de l'agriculture. Et aujourd'hui, lorsque on voit le quota dans le monde des affaires, et la RDC n'a même pas 2 ou 3 milliardaires. Parce que tout simplement, le pays est pauvre. Le pays est pauvre pourquoi? Parce que nous avons mis une culture de prédation. Maintenant, qu'est-ce que nous constatons avec votre politique selon la vision du chef de l'État? Nous prenons effectivement des effets. Les choses changent. Nous sommes avec vous et nous apprécions énormément cette pédagogie que vous venez, politique que vous venez instaurer. Et donc, continuez avec cette voie. Lors de sa récente mission dans le Bas-Congo, Patrice Kitebi, ministre délégué aux Finances, a plaidé pour l'assainissement technique du port de Matadi. Riki Zouzi Loya, commentaire. Assainissement continu au port de Matadi pour la fluidité du trafic et la mobilisation accrue des recettes publiques de l'État reste le credo du ministre délégué chargé des Finances. Patrice Kitebi Kibolnvoul, qui était dans la suite du Premier ministre Matata Ponyo au port de Matadi, est resté attentif quant aux difficultés des armateurs. Il passe des jours dans la zone de mouillage, perd du temps et de l'argent. Chaque jour passé au mouillage, c'est entre 10 000 et 15 000 $ de surestarie que payent les armateurs. Comme chargé des questions techniques, le directeur général adjoint Carole Lutala Diombuta de la DGDA a transmis les instructions prioritaires du Premier ministre aux cadres et agents de sa régie. Il déplore cependant quelques conditions qui ne facilitent pas la maximisation des recettes à l'importation et à l'exportation au port de Matadi. Si nous voulons vraiment renforcer en fait le rendement sur le plan de la mobilisation des recettes,
de la province du Bas-Congo, la SCTP doit en fait simplifier son système de facturation pour faciliter son intégration dans les systèmes douaniers. Mais également, il faut que la SCTP arrive à investir pour se doter des engins adéquats pour la manutention, mais également pour réparer les engins qui sont en panne. La forte augmentation du nombre des rééditions des membres des forces négatives, les 16 étudiants rwandais qui se sont réfugiés en Ouganda, la tripartite de Kigali et le déploiement de la brigade d'intervention de la MONUSCO, autant de sujets évoqués ce samedi matin dans le point de presse animé par le ministre des Médias, Lambert Mende. Guillaume Koukou Mamengi, commentaire. C'est une réalité qui tient le scepticisme d'hier au silence. Le déploiement de la brigade d'intervention des Nations Unies est effectif. Ils sont 2000, éléments tanzaniens et sud-africains arrivés à Goma et les Malawites attendus la semaine prochaine pour un total de 3000 hommes de troupes. Lambert Mende Omalanga, ministre des Médias et porte-parole du gouvernement qui l'annonce, ne s'empêche pas de s'arrêter sur les sauves qui peut dans les rangs des forces négatives dont les M23. Ils viennent s'abandonner aux forces loyalistes. Le gouvernement se félicite à ce jour du déploiement progressif et constant de la brigade d'intervention des Nations Unies à Goma et dans les environs du chef-lieu de la province du Nord Kivu. À ce jour, la totalité des éléments tanzaniens et la grande majorité des éléments sud-africains composant cette brigade sont déjà sur place à Goma avec matériel et équipement. Plus de 2000 unités sont donc sur terrain sur les 3000 que nous attendons. Les éléments malawites de la brigade sont attendus dans moins d'une semaine. Il est constaté, peut-être est-ce en relation avec ce déploiement de la brigade internationale, une forte augmentation du nombre de redditions des membres des groupes armés, tant nationaux qu'étrangers, qu'il s'agisse des forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, des forces combattantes Abachunguzi, Foka, du mouvement du M23, ainsi que de divers groupes Maïmaï, notamment les patriotes résistants Maïmaï, PRM, et de l'UPSP, FPC. Le ministre des Médias, porte-parole du gouvernement, a aussi donné toute la pertinence de la tripartite République démocratique du Congo, le Rwanda et le Haut Commissariat aux réfugiés autour d'une clause du statut de réfugié rwandais sollicité par le pouvoir de Kigali. Là aussi, il n'a pas réussi à surprendre la République démocratique du Congo parce que, en définitive, les réfugiés rwandais en RDC rentreront chez eux même si des étudiants rwandais en révolte demandent l'asile en Ouganda voisin. Si Kigali appliquait cette clause au 30 juin 2013, il sera donc considéré qu'il n'y a plus de citoyens rwandais ayant un statut de réfugiés dans notre pays. Tous nous savons que ce serait une fiction aussi irréelle que dangereuse. Nous parlons de 127 000 réfugiés rwandais qui vivent actuellement sur le territoire de notre pays. Nous sommes heureux de constater, au terme de la tripartite qui vient de s'achever à Kigali, qu'un consensus s'est dégagé entre la République démocratique du Congo, le Rwanda et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à ce sujet. Espérons que ce soit là le début d'une accalmie dans la région des Grands Lacs. Vous avez appris que 16 étudiants rwandais ont sollicité et viennent d'obtenir l'asile politique en Ouganda. Pourquoi? Parce qu'ils ont déclaré être victimes du harcèlement de la part des autorités de leur pays pour avoir refusé de se joindre aux forces négatives congolaises des M23. Le gouvernement de la République démocratique du Congo déplore et condamne cette violation flagrante de l'accord cadre d'Addis Abeba qui entretient ainsi les conditions de la poursuite de la rupture de la paix dans la région des Grands Lacs. Dans sa communication du jour, la nation est informée du rapport de l'Amnesty International qui a tenté de clouer à la potence la coopération chinoise en RDC. En lisant entre les lignes, ces rapports pêchent par un manque d'objectivité et y met beaucoup de sentiments. Le gouvernement de la République a dit, Lambert Mende Omalanga, est très satisfait de la libération des étudiants congolais en Inde. Et il a souligné à l'occasion que cette situation n'entamera jamais les bonnes relations entre la République démocratique du Congo et l'Inde. Le gouvernement a mis en branle sa machine diplomatique
et nous sommes satisfaits que les étudiants aient été libérés, mais ça ne doit pas être la fin de ce chapitre. Nous avons demandé également que la justice puisse passer et que les policiers racistes de Jalandhar puissent répondre de leurs faits devant la justice de leur pays. C'est par un cas d'un ancien employé de la Cour pénale internationale que s'est terminée la communication du jour. En poste en République démocratique du Congo, il s'est distingué, cet employé, par une série d'agressions sexuelles. La CPI est devenue très regardante. Bien, Coucou Mamengi Mpanzi vous donne rendez-vous à la fin de ce journal pour une page magazine sur ce point de presse. La haute cour militaire de Kinshasa a procédé le jeudi dernier à l'examen des moyens de défense des 3 prévenus dans l'attaque de la résidence du chef de l'État du 27 février 2011. Cela s'est passé à la prison centrale de Makala. Commentaire Toto Sungu. Le premier comparant, le prévenu Ngala Polycarpe, venant de Bouamanda, a nié sa participation aux actes de violence collective ayant causé beaucoup de morts à la base logistique centrale des FARDC à Kinshasa, où les assaillants tentaient de se ravitailler en armes de guerre. Le deuxième comparant, le policier Mopepe Mbunzu, a plaidé non coupable du fait de n'avoir pas dénoncé un document séditieux contenant l'état des besoins d'achat d'armes et autres effets militaires. Le document rédigé par le commissaire principal Talimbo en janvier 2010 était destiné au député Bakinzo Lele Richard, dont le 2 précité était commis à la garde. Le troisième comparant, le colonel Indongo de la force navale, a rejeté en bloc les 4 préventions mises à sa charge par l'organe accusateur. Il dit n'avoir aucun lien avec M. Honoré Mbanda, reconnu comme commanditaire de la rébellion, mais reconnaît avoir pris part à une réunion clandestine tenue à Kinkole en 2010 avec Douglas et Yohani. Enfin, il maintient le pardon qu'il avait demandé au chef de l'État pour n'avoir pas dénoncé. Gérer les migrations dans l'intérêt de tous, voici les thèmes débattus les 18 et 19 juin dernier à Genève en Suisse au cours des travaux de la conférence ministérielle sur la diaspora. Célestin Vunabandi, ministre du Plan, a conduit la délégation de la République démocratique du Congo. Jean-Paul Baziaka et Ricky Nzouzi. À Genève, en Suisse, la communauté internationale s'est mobilisée pour faire respecter la dignité humaine et le bien-être de la diaspora et des migrants à travers le monde. C'était à l'occasion de la conférence ministérielle sur la diaspora à l'initiative de l'Organisation mondiale pour les migrations OIM, dont William Lassiswing est directeur général. Ce qu'on essaie de faire ici, de changer l'image de migrants, que la migration est quelque chose qui était toujours dans l'histoire de l'homme, était toujours quelque chose de positif, mais malheureusement aujourd'hui il y a un certain sentiment anti-migrant qu'on veut renverser et remplacer avec une image positive de ceux qui choisissent d'aller à l'étranger. Les participants venus d'Afrique, avec la République démocratique du Congo représentée par la délégation conduite par le ministre Célestin Vunabandi du Plan. La Maison des Congolais de l'étranger et des migrants a déjà élaboré un document de cadre stratégique d'accompagnement des accords de la diaspora au développement, cadre stratégique qui vise à faire de l'immigration un vecteur de développement et à promouvoir la culture de la migration régulière. Les hauts fonctionnaires internationaux d'Europe, d'Asie, d'Australie et d'Amérique ont réfléchi sur les perspectives de faire participer la diaspora au développement de leur pays d'origine. Le 50e Salon international de l'aéronautique a vécu à Paris, en France. Le ministre congolais du Transport et Voies des Communications y a pris une part active. Il a aussi pris langue avec les partenaires de son secteur, nous dit David Moubenga. Le 50e Salon international de l'aéronautique et espace organisé par les industries françaises s'est ouvert le 17 juin 2013 sur l'aéroport de Bourget à Paris. Invité par le gouvernement français parmi une trentaine de pays à travers le monde, le ministre des Transports et Voies de Communication, Justin Kalumba Mwanangongo, a conduit la délégation congolaise à cette importante manifestation internationale.
À l'occasion de cette visite, le numéro 1 des transports congolais a déployé d'intenses activités qui lui ont permis d'entrer en contact avec les différentes structures et partenaires du secteur des transports. Il s'agit notamment des constructeurs aériens, équipementiers, Air France, Airbus, Thales et bien d'autres. Le point de chute de cette visite parisienne reste sans conteste la rencontre entre Justin Kalumba Mwanangongo et son collègue et homologue français Frédéric Cuvillier, ministre délégué des Transports, de la mer et de la pêche. Les deux personnalités ont évoqué les relations entre leurs deux pays dans le domaine de l'aviation civile, du secteur maritime, fluvial, ferroviaire et routier. À l'issue de cette rencontre, le ministre Frédéric Cuvillier a exprimé la volonté du gouvernement français d'accompagner la République démocratique du Congo dans ses efforts qui visent à relever les différents défis dans le secteur des transports. L'ambassadeur Théodore Mugalou, chef de la maison civile du chef de l'État, vient de représenter la première dame de la République à la 2e édition des New York Forum for Africa à Libreville au Gabon. Ce matin, à l'UPEN, il a animé une conférence débat. Max César Locaté, commentaire. Tout comme l'ouverture, a été présidée par le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba. Ce dernier a eu à souligner les premières retombées concrètes de ce grand moment d'échange, à savoir la signature des contrats d'envergure sous la forme de partenariats public-privé. Le chef de la maison civile du chef de l'État congolais, l'ambassadeur Théodore Mugalou, représentant spécial de la première dame de la RDC, la très distinguée Olive Lembe Kabila, a à cette occasion échangé tour à tour avec la première dame du Gabon, Madame Sylvia Bongo, qui était accompagnée de Madame Richard Attias, et finalement avec le président Ali Bongo Ondimba du Gabon et Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Signe non de moindre de la haute considération et de la sympathie qu'ont toutes ces personnalités vis-à-vis du couple présidentiel congolais. De retour à Kinshasa, contacté par le comité du Carrefour interfacultaire d'analyse scientifique, basé à l'Université pédagogique nationale, l'ambassadeur Théodore Mugalou, chef de la maison civile du chef de l'État, pasteur de son État, a animé une conférence débat autour du thème « Le rôle de l'Église dans la pratique de la bonne gouvernance, 53 ans après l'indépendance ». C'était en présence du directeur de l'UPN, professeur Clémence Kassinga. Pour l'orateur du jour, le péché de l'homme politique congolais peuvent entraîner la malédiction du pays. Les églises doivent refléter la puissance pour guider la politique. Et la prolifération des églises en République démocratique du Congo procède du démon. Les bonnes églises vont chasser les mauvaises. Le saviez-vous? Il existe une journée africaine consacrée à l'administration et aux services publics. Elle se célèbre chaque 23 juin de l'année. À Kinshasa, Maker Mwangou, qui fait l'intérim de son collègue ministre de la fonction publique, a adressé un message à la nation. Joël Lungenza commente ces messages. Cette journée africaine de l'administration et du service public a été instituée pour aboutir au but de créer une administration compétente, efficace et responsable sur laquelle doit reposer le développement économique et social durable, et aussi d'amener les États à l'investissement dans les ressources humaines qui constituent la base essentielle du développement des nations et un facteur important pour l'accès au progrès et au bien-être. Le tableau actuel de l'administration publique en RDC, tracé par le ministère de la fonction publique, présente une administration confrontée aux problèmes en rapport avec son organisation et son fonctionnement. On note essentiellement les mauvaises conditions matérielles et de travail des agents et fonctionnaires, le déficit en équipement et le vieillissement du personnel. Autant de réformes ont été également entreprises, dont notamment la réforme sur la maîtrise des effectifs et la masse salariale et le renforcement des agents et fonctionnaires pour faire face aux problèmes. Donner la parole aux citoyens, le thème de cette année dégage une réflexion pour le ministère de la fonction publique. Pour la journée africaine de cette année, la conférence des ministres africains de la fonction publique a choisi le thème suivant, je cite, « La fonction publique africaine à l'ère de la transparence gouvernementale, donner la parole aux citoyens, fin de citation ». La réflexion qui se dégage de ce thème nous conduit indubitablement à nous engager sur le renforcement de la participation effective des citoyens dans les services publics en Afrique. Cet engagement, nous pouvons vous l'affirmer,
a constitué une de nos préoccupations clairement exprimées dans la stratégie révisée de la mise en œuvre de la réforme de l'administration publique portant sur la rationalisation des missions et des structures en vue de rapprocher l'administration des administrés. L'INBTP, Institut national des bâtiments et travaux publics, a célébré son jubilé. La cérémonie a été marquée par la remise des trophées et des distinctions, mais peu avant, le ministre des Lès-sur-Ess a reçu en audience une délégation de la JICA, une agence japonaise de coopération internationale. Commentaire Mireille Kumbu et bienvenue, François Niembo. Ils appartiennent désormais à la panthéon des hommes à ne pas oublier. Liévin Deurton, Nestor Massambi et Alain Bernard ont reçu les prix pour leur participation à la promotion des valeurs universelles de la paix et du développement par le commissaire général de l'Observatoire africain, dont la sanction positive Jacques Kabouchi. C'est dans le cadre de la célébration des 50 ans de l'IBTP. Tous belges et membres de la société belge DME spécialisée dans les opérations de dragage. Rappelons-le, elle a signé un contrat avec le gouvernement congolais pour rendre navigable le tronçon Matadi-Banana du fleuve Congo. En plus, la société DME occupe le premier rang dans l'extraction et l'approvisionnement des agrégats marins en Europe. Sur un autre dossier, l'évaluation finale des acquis de la mise en œuvre de ces projets opérationnels depuis 3 ans sur l'appui du développement de ressources de santé au Congo a fait l'objet des échanges entre le ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique Bonaventure Tshilolo Tshima et une délégation de l'agence japonaise de coopération JICA qui finance les 10 projets. Le ministre Bonaventure Tshilolo Tshima a pour sa part salué cette coopération et a émis les vœux de voir augmenter les budgets alloués à ces projets pour le bien-être des Congolais. À cette étape du journal, je vais maintenant me tourner vers mon invité qui est le ministre de l'Es-sur-Ess, M. Bonaventure Tshilolo Tshima. Rebonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Tout à l'heure, vous avez confirmé la tenue de l'Expo 2013 et nous confirmons donc du 25 au 29 juin prochain la tenue de l'Expo 2013. Qu'est-ce qui va se passer exactement, Monsieur le ministre? Mais c'est simple, madame. Nous allons, après notre discours inaugural, nous allons procéder à des conférences données par différents membres de la communauté universitaire et en rapport avec les thèmes de l'Expo 2013. Il y aura aussi la visite des stands. Vous pouvez nous rappeler le thème? L'enseignement supérieur, universitaire et la recherche scientifique, facteur du développement de la société congolaise. Donc il y aura visite des stands, il y aura beaucoup de choses. Pourquoi le choix de ce thème, Monsieur le ministre? Nous avons voulu choisir ce thème puisque nous avons estimé que ça concordait avec le thème de l'an passé, qui était, n'est-ce pas, l'enseignement supérieur universitaire, n'est-ce pas, un enseignement axé sur l'enseignement professionnel et la formation pratique. Et l'expo de 2013 est la continuité de l'expo 2012, puisque nous envisageons justement mettre en pratique cette volonté politique de faire de notre enseignement un enseignement plus professionnalisé et plus pratique. Et nous pensons que grâce au système et au matériel, même technique et aux différentes méthodes d'enseignement que nous allons utiliser, nous pourrons arriver à faire de notre pays un pays développé. Parce que l'enseignement, comme on essaie de le dire, à tous les niveaux, c'est la base du développement du pays. Et pour que ce développement soit effectif, il faut qu'on puisse aller justement vers le professionnalisme, vers la pratique. Et qui sont invités à cette expo?
Bon, et tous les chefs d'établissement de tous les pays de l'enseignement supérieur universitaire, au moins 2 personnes par comité de gestion, et nous invitons aussi les anciens ministres de l'enseignement supérieur universitaire. Nous invitons aussi tous les ministres en fonction, sans oublier tous ces gens. Et toute la population. Bien entendu, c'est automatique, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Bien entendu, on pourrait inviter aussi les gens qui se distinguent par certaines activités industrielles, pédagogiques, etc. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Et donc, nous confirmons du 25 au 29 juin prochain, vous dites, il se tiendra ici à Kinshasa l'Expo 2013 et ça sera dans l'enceinte de l'Académie des Beaux-Arts, comme chaque année. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Ministre, d'être notre invité de ce soir. Malheureusement, le journal n'a qu'une demi-heure, on ne peut pas aller plus loin. Je crois que l'information est passée. Je crois que ce n'est qu'une partie remise. J'espère que vous ne refuserez pas de m'inviter encore une fois de plus. Pourquoi pas. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je vous en prie. Okay. L'atelier des pré-évaluations de la mise en œuvre des recommandations de la conférence de gouverneurs de Kananga a été clôturé hier par le vice-ministre de l'Intérieur, Egide Ngokoso. Des avancées significatives sont signalées. Mireille Ndeke, Youssef Abedi étaient sur place. Participants à cet atelier ont fait le point de l'évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre des recommandations de la conférence de gouverneurs de Kananga. Le bureau de l'atelier, présidé par le secrétaire général à l'intérieur en charge des relations avec le parti politique, Boniface Okende, a relevé quelques avancées significatives à la fin de ces assises dans chaque secteur, parmi lesquelles le début de la mise en œuvre du processus de la décentralisation par la campagne de la communication nationale à travers le pays, le transfert régulier de l'enveloppe de frais de fonctionnaires aux provinces, la poursuite du processus du déploiement de la police à travers le pays, le lancement du projet de réhabilitation et de construction des écoles à travers le pays, ainsi que la réinsertion de blessés de guerre valides en vue de leur recyclage. Le vice-ministre Egide Michel Ngokoso a apprécié les résultats escomptés lors de cette première pré-évaluation et reste convaincu de l'appropriation des dites recommandations par les parties prenantes. La deuxième phase interviendra au mois d'août prochain, avant la grande qui se tiendra en Mbandaka, chef-lieu de l'Équateur, lors de la 4e session de la conférence de gouverneurs. 125 dossiers des sinistrés relatifs aux assurances vie, automobiles et incendie ont été indemnisés par la SONAS dans sa logique de respecter son objet social. Monique Mavungu, Jean-René Kabamba, reportage. Dans sa mission première qui est le paiement des sinistrés, la Société nationale d'assurance a indemnisé 125 dossiers sinistrés, parmi lesquels une victime d'un accident de circulation survenu sur la route nationale numéro 1, Bandundu-Kikwit, a été indemnisée. Mon papa était décédé l'année passée suite à un accident d'une moto à Kikwit. Avec les dépenses qu'on avait fait et tout ce qu'on a fait pour enterrer les papas, la SONAS a remboursé, a soutenu un peu tout ce qu'on avait fait. Les usagers de la route sur l'ensemble du territoire national poussent depuis un certain temps un ouf de soulagement. Et ce, grâce à l'opération d'indemnisation des sinistrés, une initiative de la SONAS qui vise à prendre en charge ces assurés victimes des différents accidents de circulation. L'élection d'Alphonse Koya Basete-Guerembo à la tête de la province de l'Équateur réjouit la majorité présidentielle. Quelques cadres des partis alliés se sont exprimés à ce sujet. Suivez. Dans le cadre de l'élection du gouverneur de province, plusieurs cadres de la majorité présidentielle originaire de l'Équateur sont descendus en Mbandaka pour soutenir leur candidat, M. Louis-Alphonse Koya Diallo, qui a été élu gouverneur avec une écrasante majorité de 76 voix contre 27 de son challenger Jean-Lucien Boussa. Parmi ces cadres de la majorité présidentielle, on peut citer José Ndundu du PDC, Henri Thomas Lokondo de l'UCL, André Alain Atundu de la CDR, Janine Mabunda du PPRD et Faustin Poutou de la CCU, Convention des Congolais Unis, parti cher à Lambert Mende. Faustin Poutou, vice-président national de la CCU, livre ses impressions
après la victoire de Louis Kouyagialo. Au nom de l'initiateur de la CCI, son Excellence Lambert Mendo Malanga, féliciter le président de la République, chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila, pour avoir pris les instruments juridiques nécessaires pour mettre fin à l'imbroglio politique qui a prévalu ici à l'Équateur. Nous félicitons les députés provinciaux pour avoir élu massivement son Excellence Louis Alphonse Kouyagialo à la tête de la province de l'Équateur. Nous souhaitons plein succès à l'équipe qui sera bientôt mise en place pour gouverner avec équité, avec beaucoup de bonne gouvernance la province de l'Équateur. Le tour cycliste qui a atteint hier la ville de Kinshasa observe ce samedi une trêve de 24 heures avant d'aborder la 4e étape demain dimanche. Il partira du boulevard Triomphal vers la cité de Kenge dans la province du Bandundu. Bienvenue Papi Basakissa, commentaire. Théos que le public a accueilli les coureurs franchissant la ligne d'arrivée de la 3e étape sur le boulevard du 30 juin. L'Alliance populaire exprimait la réussite, mais le repos imposé par les organisateurs ce samedi valait son pesant d'or pour la relance. Différentes réactions venues tant des protagonistes que des experts du Tour sur le parcours réalisé et le constat fait sur la République démocratique du Congo. C'était une belle étape. Je suis content d'être arrivé sans accident. C'est vraiment de fermer Kinshasa et d'arriver dans cette grande ville, c'était quelque chose. On a fait 2 et 3e aujourd'hui, le français est très fort et la foule ici, elle est très très bien. La foule, elle vous a plu? Ouais, la foule est incroyable. Et je trouve vraiment que les routes sont excellentes. Pour avoir fait d'autres courses en Afrique, je peux vous dire qu'en République démocratique du Congo, tout est fait pour le vélo et je suis très fier aujourd'hui de porter ce maillot de premier du général de la République démocratique du Congo. 5 étapes restent encore à parcourir avant l'assaut final prévu le samedi 29 juin 2013 à Kinshasa, que tout le monde souhaite vivre avec une joie immense. Le ministre des Affaires foncières vient d'associer les chefs coutumiers à la matérialisation du projet agro-industriel dans le cadre de la réforme foncière sur l'ensemble du territoire national. Chantal Via. L'agriculture est un secteur porteur de croissance économique et d'emplois décents en République démocratique du Congo. C'est pour cela que le gouvernement vient d'initier un projet agro-industriel pour la transformation et la modernisation de certaines villes. C'est dans ce cadre justement que le programme de réhabilitation des infrastructures routières, scolaires et hospitalières a été mis en chantier. C'est ce qui explique la séance de travail du ministre des Affaires foncières, Robert Mbouingabila, le vice-ministre des Finances, Roger Chulungu, et chef coutumier de la circonscription foncière de Nsele-Maluku et le bourgmestre de cette commune impliqués dans ce programme, du moins pour la ville de Kinshasa. Nous avons vécu beaucoup de temps dans notre juridiction. Il n'y avait pas de telles initiatives. C'est peut-être qui donne l'occasion au gouvernement, avec tout ce que le gouvernement peut faire, c'est ce qui va développer notre contrée. Nous remercions le ministre des Affaires foncières d'avoir aussi pris toutes les initiatives et invité ses chefs. Souvent, ils se réclament beaucoup. Comme quoi, on ne tient pas compte d'eux, on récupère seulement le terrain comme ça. Il s'est dit, il confirme que le sous-sol appartient à l'État congolais bien sûr, mais ils sont les gardiens. Des experts sud-africains ont déjà été à Mwanda, à Kikwit et à Matadi pour étudier la faisabilité de ces projets dans les provinces du Bas-Congo et de Bandundu. La Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté va célébrer très bientôt son centenaire. Sa section de la RDC a lancé les activités préparatoires. Reportage. Le Conseil de sécurité de l'ONU, à travers sa résolution 1325, reconnaît l'impact des conflits armés sur les femmes du monde. Cette résolution considère aussi la femme comme partie prenante à la prévention et à la résolution des conflits armés à travers le monde. Ce rôle était joué en 1915 pendant la Première Guerre mondiale par les femmes de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté qui ont mené des actions de lobbying en disant non à la Première Guerre mondiale et en prônant la paix. Pendant que la RDC vit une décennie de conflits armés dans sa partie orientale où les femmes payent les lourds tributs de la guerre d'agression, la section RDC dirigée par Madame Annie Matundu sensibilise les femmes à mener les plaidoyers et les actions de lobbying pour l'instauration de la paix
durable au nord et au sud Kivu, et surtout sur les biens fondés de la résolution 1325 sur la condition de la femme. Elle a saisi l'opportunité des activités préparatoires du centenaire de ce mouvement pour lancer officiellement les activités de la section WILF RDC. Au cours de cet atelier, on a projeté 2 films qui illustre la souffrance des femmes fistuleuses du Nord Kivu et du Sud Kivu opérées à l'hôpital de Pandi à Bukavu, et un autre sur les sit-ins des femmes libériennes pour l'instauration de la paix au Libéria à l'époque du président Charles Taylor. Bien, c'est la fin de ce journal. Bien, mesdames et messieurs, ainsi se termine ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à Nanumba et Jacques Chibouaboua Meji qui ont concouru à sa rédaction, Thérèse Kambo qui l'a réalisé et Joël Lungeza qui l'a coordonné, tous sous la direction de Guillaume Koukou Mamengi Mpanzi. Prenez rendez-vous à 23h avec Jacques Kabouaba. Et demain à 7h, ça sera Lisette Mujinga. Pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver les samedis prochains à 20h. Bonsoir et portez-vous bien.